Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Plus de postes que d'admissibles, c'est le triste constat du résultat des écrits du CAPES. Alors pourquoi le concours de professeurs n'attire plus? Comment rendre la profession plus attractive? On en parle dans un instant. L'écologie, le racisme, les impôts, le chômage, voilà les termes parfois difficiles à comprendre pour les tout petits. Et bien l'autrice du livre Mes petites questions sera avec nous, un livre justement qui permet d'apporter des réponses à toutes ces questions que se posent nos enfants. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans cette émission. On leur a demandé cette fois-ci leur passe-temps favori à la récré. Mais avant cela, on fait un point sur l'actu avec Mickaël Dorian. Alors Mickaël, le gouvernement ne s'est pas encore formé, en tout cas il n'est pas encore annoncé. Donc Jean-Michel Blanquer est toujours au ministère de l'Éducation nationale, mais on ne sait pas pour combien de temps encore. Oui, et on peut même dire que rue de Grenelle, ses jours sont comptés. Jean-Michel Blanquer, qui ce matin était invité sur RMC, il en a profité pour une nouvelle fois vanter les mérites de son bilan et notamment sur l'éternel sujet des mathématiques. J'ai entendu tellement de choses fausses sur le sujet. Ça fait partie de ces faux débats sur l'éducation nationale où des gens disent des choses fausses et après on met dans l'esprit public des idées qui ne sont pas justes. Non, le niveau de mathématiques des élèves qui vont faire des études scientifiques n'a pas baissé en France avec la réforme du baccalauréat. C'est même le contraire. Et c'est même pour la première fois on a pris à la racine le problème du déclin des mathématiques. Car oui, il y a eu déclin des mathématiques pendant les 30 dernières années. Et comme d'habitude, c'est au moment où vous réformez, au moment où vous améliorez, que d'un seul coup arrivent des attaques de tous ordres, parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi, mais ce que j'affirme très clairement, et je peux faire tous les débats qu'on veut sur le sujet, c'est que le niveau de mathématiques et de sciences des élèves de France qui choisissent ces matières s'est amélioré et s'améliorera encore beaucoup plus dans le futur du fait de la nouvelle exigence. C'était ce sujet-là, évidemment, ici, dans le grand JT de l'éducation. Mais je vous propose, du coup, qu'on refasse une émission sur les maths avec les professeurs, les syndicats et tous ceux qui font, justement, l'éducation en France pour savoir réellement si, oui ou non, le niveau en maths a baissé ou pas. Voilà, on fera nous-mêmes aussi un bilan. Suite de l'actualité, vent de panique chez les correcteurs du bac. Depuis hier, des bugs ont été constatés dans la numérisation des copies. Oui, vous le savez, désormais, toutes les copies d'examen sont numérisées. Le travail des 524 000 candidats qui planchent sur les épreuves de spécialité depuis mercredi doit donc être scanné, envoyé sur un serveur unique avant d'être renvoyé aux enseignants chargés de corriger les copies. Mais problème, des profs dénoncent de nombreux bugs sur le site dédié à la numérisation des copies. Parfois, une seule copie mettrait plus de 5 minutes à être numérisée. C'est un problème. Voilà, on parle de Jean-Michel Blanquer. L'opération Un livre pour les vacances, dont il avait été à l'initiative, est renouvelée cette année. Oui, on en avait parlé déjà dans le grand JT de l'éducation. Et ça y est, la distribution a démarré hier. Cette année, le recueil des fables de La Fontaine distribué aux élèves est illustré par Catherine Meurice. Vous voyez sur ces images le ministre de l'Éducation nationale en déplacement pour l'occasion à Sourdin, en Seine-et-Marne. Depuis 5 ans, ce sont plus de 4 millions d'élèves de CM2 qui ont reçu un exemplaire des fables de La Fontaine illustrées par un artiste contemporain. On termine avec les gymnasiades, les Jeux Olympiques des jeunes qui démarrent ce week-end. 19e édition des gymnasiades qui se déroule jusqu'au 22 mai en Normandie. 3500 lycéens de 16 à 18 ans venus de 80 pays y participent et parmi eux de jeunes athlètes ukrainiens. L'occasion pour Jean-Michel Blanquer d'évoquer le nombre d'élèves ukrainiens accueillis et scolarisés en France depuis le début de l'invasion russe. C'était sur RMC. Il y a les Jeux Olympiques des jeunes qui commencent en Normandie. Il y a aussi jeunesse dans votre parce qu'il y a la jeunesse et le sport. Et ça va être un moment merveilleux. On va accueillir des dizaines d'athlètes ukrainiens. Ça a été difficile à faire, mais ça, c'est le côté positif du sport. Et je voulais le souligner. De même que je voulais dire à votre micro aujourd'hui qu'on accueille maintenant plus de 15 000 élèves ukrainiens dans le système scolaire français. 15 000 élèves au moment où on se parle. C'est aussi ça la France, c'est-à-dire une capacité à intégrer. On a envoyé des robots en Ukraine pour que certains élèves puissent regarder leur classe depuis la France. C'est là aussi la technologie au service du progrès. Donc oui, il y a des éléments d'optimisme dans notre monde et l'éducation et le sport servent à ça. Merci Mickaël pour les infos. Alors 816 admissibles sur 1035 postes de profs de maths, 720 admissibles sur 755 postes de profs de français. Cette année, les résultats du CAPES sont très inquiétants. Alors comment comprendre ces chiffres? Que disent-ils de la profession? Et surtout, y aura-t-il assez de profs à la rentrée? On en débat tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Sébastien Vieille. Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes secrétaire national à la pédagogie du SNALC, le syndicat de tous les personnels de l'éducation nationale. Et face à vous, j'accueille Julien Guyénot. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Voilà, bonjour Julien. Vous êtes professeur de lettres modernes. Dans quel coin vous êtes prof de lettres? Alors, je suis à Saint-Germain-en-Laye cette année. D'accord, Saint-Germain-en-Laye qui est près de Paris. Alors parlons tout de suite justement des lettres modernes, justement puisque 720 admissibles au CAPES pour 755 postes à pourvoir. Le chiffre est moins impressionnant que celui pour les admissibles au CAPES de maths, mais tout de même, c'est la première fois que ces chiffres sont si alarmants, selon vous, Julien Guyénot? C'est assez inquiétant, oui. Et, moi, je passais le concours il y a donc 2 ans, oui, pendant la période Covid. On était à un peu plus de 800 postes, donc ça continue de baisser, il y a de moins en moins d'inscrits. Et alors que... Ce sont deux chiffres différents, on est d'accord. Il y a tous ceux qui veulent déjà participer, qui sont candidats, qui est un premier chiffre, oui, et qui est en descente, non? Et il y a aussi ceux qui sont admissibles, qui est aussi un chiffre en deçà. Tout à fait. Comment ça s'explique? Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que l'année où je l'ai passé personnellement, il n'y avait pas cette histoire d'admissibilité, puisque l'épreuve se faisait uniquement par écrit. Les oraux ont été supprimés. Donc il y avait 800 postes à pourvoir, environ 830 je crois. Là 765 admissibles je crois, c'est quelque chose comme ça. Et ça... Je ne sais pas comment on va remplir les salles d'épreuves, ça risque d'être compliqué. On est 8 professeurs de français sur mon établissement. Il y a combien de titulaires? 5, je crois. Sébastien Vieille, pour vous, comment vous pouvez expliquer cette dégringolade justement des chiffres et cette inquiétude sur des chiffres si alarmants, à la fois sur le nombre de candidats au poste d'enseignants et à la fois sur effectivement le nombre d'élus, d'admissibles? Alors, 2 choses. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'on a toujours eu un petit décalage entre les admis et le nombre de postes disponibles. Mais là, on le voit avec des admissibles. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez étonnant. Les raisons, on va être clair, hein. Le métier attire quand même beaucoup moins que précédemment. Il fait plus rêver, je pense, beaucoup de jeunes. Donc, on a une diminution du nombre de candidats. Pourquoi est-ce qu'il fait moins rêver? Écoutez, on a quand même eu un gel du point d'indice qui a fait que le pouvoir d'achat des enseignants est quand même assez diminué par rapport à ce qui existait, ne serait-ce que quand j'ai passé le concours. Et on a aussi cette idée d'une forme de déclassement qui est liée à la fois au salaire, mais aussi à l'image qui est donnée du métier, l'image qui est donnée parfois dans les médias, l'image qui peut être donnée aussi par l'institution elle-même. Donc forcément, il y a moins d'attractivité. Est-ce que vous pensez que la réforme de Jean-Michel Blanquer, qui était une réforme qui a fait beaucoup parler, évidemment, qui a été mal vécue, et on le voit encore plus avec cette année de Covid, avec ce manque de dialogue, et on le sait, il se justifie aussi en disant, voilà, on a voulu aussi mettre les pieds dans le plat, donc on en a beaucoup parlé, de la situation des profs, et finalement, on a fait peur à beaucoup de gens qui se sont dit, non, mais ce métier, c'est pas possible, quoi, c'est une catastrophe. Disons que la réforme portée par M. Blanquer, évidemment qu'elle a eu un impact sur l'attractivité aussi, parce que vous avez eu un recul de l'âge d'entrée dans le métier, et le fait de devoir disposer donc du master pour pouvoir enseigner. Donc ce recul fait que forcément les candidats sont moins nombreux. Parce que, encore une fois, on doit rester sur les bancs de la fac plus longtemps que précédemment. Alors, rester sur les bancs de la fac plus longtemps, c'est ce que vous avez ressenti aussi, vous, Julien Guyénot, au moment de passer ce fameux CAPES. Alors, vous êtes tombé en plein dans la crise. Bénéfique d'ailleurs, ce moment ou pas? Première question. Alors moi j'ai passé le CAPES avant la réforme, donc, j'étais titulaire du M1, il fallait être simplement titulaire du M1, j'ai validé mon M2 pendant mon année de stage. Je crois que ce qui est intéressant de noter aussi concernant la crise des vocations, c'est qu'avec cette réforme,
la rémunération des stagiaires diminue de moitié. Hein. Moi, j'étais payé 400 € environ pendant mon année de stage. Là, c'est 722 €, marqué sur le site Devenir enseignant. Et je pense pas que ça aide à recruter grand monde d'être payé 722 € par mois pour le même travail que l'année dernière. C'est 10 heures de cours par semaine. Bon. Donc il y a un vrai problème de salaire des profs. C'est-à-dire que là, vous parlez par rapport au tout début des stages, mais on le voit même après, je veux dire, et même en fin de carrière. Les salaires ne sont pas du tout à la hauteur de ce que propose évidemment le métier d'enseignant. Vous avez envie de continuer quand même ? On se pose la question, forcément. Moi, je ne me vois pas faire grand-chose d'autre, donc en fait, non. Mais d'autant plus, je pense, pour tous les professeurs qui sont en région parisienne, pour se loger, c'est quand même assez compliqué. Moi, je paye 600 € de loyer par mois pour un appartement qui fait 25 mètres carrés, et ça prend un bon gros tiers de mon salaire par mois. Donc, il ne reste pas beaucoup de place pour faire autre chose. Mais alors, s'il manque autant de professeurs, à quel moment vous allez pouvoir espérer, et j'imagine vite, décrocher un poste réel de titulaire et permanent pour vous, de manière déjà à pouvoir vous ancrer quelque part, dans un endroit qui vous plaît, a priori ailleurs qu'à Paris ou dans la région parisienne, et en plus, surtout, qui vous rapporte un salaire convenable, si je puis dire. Alors, si je parle de ma petite expérience, moi j'ai un peu été baladé depuis que j'ai passé le concours. C'est-à-dire qu'on doit faire des vœux à la sortie du concours, mais aucun de mes vœux qui m'a été accordé, alors que je n'avais pas une place au CAPES si catastrophique que ça. J'ai dû finir dans les 500 premiers. J'avais demandé Créteil et Versailles, qui sont des académies très déficitaires. J'étais envoyé à Grenoble. J'ai eu 1 mois pour préparer mes petites affaires, trouver un appartement et puis commencer mon nouveau métier. Et en voulant remonter sur Rouen, puisque je suis originaire de Rouen, j'ai fait toutes mes études à Rouen. Je ne l'ai pas eu, l'académie coûtait trop de points. Et j'ai eu Versailles comme un grand nombre de néophytes. Je peux retourner sur Rouen l'année prochaine, mais j'aurai toujours pas assez de points pour un poste de titulaire. Enfin, d'un poste titulaire dans un collège fixe ou lycée fixe. Vous pouvez, Sébastien Vieille, me expliquer l'histoire des points, justement, et expliquer surtout à ceux qui nous regardent l'histoire des points et du CAPES, parce que c'est pas très clair, effectivement, en fonction des académies, et surtout l'histoire d'être admis et admissible, parce que tout ça, c'est un peu vacant. Ok, on va commencer par le début, la Exactement. notion d'admissible et d'admis. Le CAPES, comme le CRPE pour les professeurs des écoles et comme l'agrégation, comme autre concours, il y a une phase écrite qui vous permet d'être admissible, c'est-à-dire d'avoir le droit d'accéder à la deuxième phase qui est la phase des oraux. Et si vous réussissez les oraux, vous êtes admis. Ensuite, en fonction des places dans chaque académie et de votre place à vous au concours, vous êtes affecté. Alors on essaie de vous affecter, normalement si vous êtes bien placé, dans l'académie de votre choix, en général l'académie d'où vous venez. Et puis ensuite, une fois que vous avez terminé votre année de stage, si vous êtes dans le second degré, vous participez au mouvement interacadémique. Là, au mouvement interacadémique, il y a un système de points qui est d'abord basé sur des critères, on va dire, familiaux, c'est-à-dire qu'être marié à quelqu'un rapporte des points, si jamais vous souhaitez rester près de votre conjoint, vous en rapprochez. Avoir des enfants rapporte des points, les situations de handicap rapportent des points, et votre ancienneté aussi, et votre échelon vous rapporte. Voilà, on fait un total de tout ceci, et puis les personnes qui ont plus de points sont celles qui ont plus de chances d'accéder là où elles le souhaitent. Tout en sachant, et j'en suis désolé pour le collègue, que les académies de l'ouest de la France sont celles qui sont les plus difficiles à obtenir, mis à part peut-être celles qui sont ultramarines. En fait, à vous écouter, je me disais, heureusement que le gouvernement n'a pas ce système de métier à points où nous-mêmes, Français, on se dirait, tiens, ce métier ne m'intéresse pas, le nombre de points ne me va pas, donc je ne vais pas y aller, parce que c'est quand même fou d'en arriver à ce point de critères. Mais enfin, bon, il en faut bien des critères. Il faut des critères, oui, voilà. Parce que sinon, ce serait un petit peu anarchique, et voilà, il y a des gens qui souhaiteraient taper pour pouvoir introduire un recrutement par les chefs d'établissement, et ça, ce serait plus dommage encore. Plus dommage, pourquoi ? Vous imaginez des gens devoir aller postuler dans un établissement pour pouvoir aller enseigner.
On se retrouverait très très vite avec des bons établissements qui sont extrêmement demandés et qui peuvent faire du tri. Et puis ensuite, les établissements où on aurait peut-être besoin de professeurs de qualité, parce qu'il serait peut-être plus difficile, ceux-ci n'auraient peut-être aucune candidature. Et là, ça deviendrait réellement gênant. Et oui, on multiplierait les inégalités, évidemment, en fonction des établissements. Alors, on parlait évidemment des lettres, mais on va parler aussi des maths, puisque ce sont les savoirs fondamentaux, la fameuse expression qui est utilisée tout le temps depuis plusieurs mois. En maths, les chiffres sont encore plus impressionnants, parce que 816 admissibles pour 1035 postes, et on imagine que le nombre d'admis sera inférieur à 816. Pourquoi les maths en particulier souffrent-ils d'un tel déficit ? Je m'adresse à Sébastien. Pardon. Oui. Écoutez, on peut assez logiquement réfléchir à ce qu'est un parcours pour un étudiant en mathématiques et quels sont ses débouchés. Il peut tout à fait partir sur de l'ingénierie, il peut partir sur des choses qui lui rapporteront beaucoup plus d'argent dans le secteur privé. Tout en sachant qu'il y a des gens qui ont la vocation, et heureusement, mais si vous n'avez pas la vocation au départ, que vous avez un bon niveau en maths, un niveau de bac+5 en mathématiques, trouver un boulot qui sera mieux payé que le boulot de prof débutant, c'est quand même relativement facile. Alors, je pose une question idiote, mais si on repart 30 ans en arrière, le bac B, ou qu'on appelait aussi économique et social, qu'on a maintenant spécialité éco, donc, ou maths, on pouvait se dire aussi à peu près la même chose, c'est-à-dire que finalement, dans les disciplines du tertiaire ou même du secondaire, mais en tout cas tout ce qui était discipline commerciale, finalement, le privé pouvait plus se rapporter, et pourtant, il y avait des profs d'éco qui étaient présents. Pourquoi on voit ça ? Ah, le petit chat, comment il s'appelle ce petit chat ? Oui, il s'appelle Mimi. C'est l'un de mes 3 chats. Très bien. On le salue. Comment est-ce possible qu'on voit ce déficit en maths et qu'on ne l'ait pas perçu a priori avant ? Ou alors peut-être moi je suis passée à côté, mais... Non, vous n'êtes pas passé à côté. Je pense simplement qu'à l'époque du bac B, que j'ai moi-même eu d'ailleurs, le métier d'enseignant attirait encore beaucoup de jeunes. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, comme je vous ai dit, pour des raisons à la fois de déclassement et aussi pour des raisons salariales. Donc, oui, en effet, quand on passait un bac B, on avait des contacts par des écoles de commerce ou ce genre de choses, mais voilà, la vocation était quand même plus facile à avoir à l'époque. Donc selon vous, Sébastien Vieille, il n'y a pas aussi un problème de niveau peut-être trop difficile des épreuves écrites ? Plutôt que de parler d'un niveau trop difficile des épreuves écrites, je parlerai plutôt d'une difficulté d'adéquation entre les études réalisées en amont et le concours. Parce que le concours, oui, il est sélectif, en effet, mais on ne peut pas quand même baisser sans cesse les exigences d'un concours de recrutement si on veut promouvoir un enseignement de qualité. Il a déjà baissé. Ça serait aussi relativement gênant. Il a déjà baissé, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est ce que disent en tout cas des collègues de mathématiques assez chevronnés, oui. Oui, apparemment, le niveau, effectivement, pour justement avoir un plus d'admis sur le concours, on aurait baissé le niveau général. En l'occurrence, là, on a les chiffres du CAPES, mais enfin, il y a beaucoup d'autres concours sur l'enseignement de manière générale. D'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse un point sur les disciplines en question, parce qu'on parle des français et des maths, mais il y a plusieurs disciplines qui sont assez étonnantes. Et je vois surtout, par exemple, le concours de CAPES, donc discipline scientifique, il y a 34,8%, c'était la session de 2020, c'est pas la session actuelle, les chiffres que j'ai, 34,8% d'admis, contre 14,6% dans les disciplines littéraires et sciences humaines, mais ça c'est pour le CA PLP, c'est-à-dire pour le lycée pro, mais on le voit que quand même dans l'enseignement technique ou lycée pro, il y a beaucoup plus finalement d'admis, notamment dans les disciplines scientifiques. Pourquoi ça ? Sébastien, vous avez une réponse ? Non, là, je n'ai pas de réponse sur les écarts entre le CAPLP et le CAPES. Non. Et vous, Julien Guyénot, vous avez une réponse à ce sujet ? Alors,
on a un problème de liaison avec Julien, on va le rappeler tout de suite. Mais en fait, on voit bien effectivement dans les chiffres qui sont proposés qu'il y a une vraie différence aussi entre les lycées pro, lycées techniques, et puis les disciplines effectivement à la fois scientifiques et littéraires. Je parlais tout à l'heure effectivement de ce problème des mathématiques. Le problème va se reposer. Pourtant, Jean-Michel Blanquer a annoncé le retour des maths dans le tronc commun. Il y a ce fameux souci donc avec les maths. On l'a vu aussi avec les filles. Enfin, les filles. Je dis les filles parce que on parle de jeunes filles qui sont dans leur choix en seconde de spécialité maths. Mais pour les professeurs, est-ce que vous voyez aussi moins de femmes qui se présentent dans la profession de votre côté? Non, ça, ce n'est pas encore sensible au niveau... Enfin, peut-être au niveau des mathématiques, oui. Ça on a moins de candidats femmes. Mais globalement, non, le métier reste pas mal féminin quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le métier soit encore séduisant à nouveau, si ce n'est évidemment toujours ce problème de revalorisation des salaires qui est le problème essentiel, très clairement, pour la profession. On le voit, on en a parlé ici avec tous nos intervenants. J'imagine que c'est pareil pour vous. Mais quels sont aussi les autres critères? Alors, donc, outre le salaire, qui reste quelque chose de central, selon moi et selon l'organisation que je représente, il faut aussi changer la vision du professeur qui est donnée à l'heure actuelle. On a quand même eu un prof bashing qui a été assez costaud ces dernières années. On a une image qui est donnée du métier par les différents ministres qui n'a peut-être pas été la bonne. Je pense qu'il faut rendre au métier l'aspect d'une profession intellectuelle où il y a de la recherche, où il y a de la transmission. Et en faisant cela, ça peut-être redonner envie. Et surtout redonner un peu du lustre. On ne va pas repartir à des époques où le maître d'école était le notable du village, mais ce n'est pas la question. Mais redonner quand même un certain prestige à la profession, ce serait assez important. Être notable ne veut pas dire être un intellectuel. Donc, effectivement, ça n'a strictement rien à voir. Ah, je vous ai perdu. Est-ce que vous m'entendez? J'ai plus de connexion. Est-ce que vous m'entendez, Sébastien? Ça y est, je vous entends. Oui. Donc, c'est difficile. Voilà. Non, mais je disais qu'effectivement, je rebondissais. Je disais, voilà, être notable n'a rien à voir avec le fait d'être intellectuel, bien entendu, mais effectivement, repenser, revaloriser effectivement l'image des profs. Alors, pourquoi, justement, ces profs-là ont eu, à un moment donné, ce prof bashing dont vous parlez? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Français, tout d'un coup, se sont mis en tête que les profs étaient tout le temps en vacances, qui travaillaient peu, qui se foutaient de leurs élèves, enfin tout ce qu'on a pu entendre comme idiotie? Le point de départ date pas de l'époque où je suis entré dans le métier, il est bien avant. On a eu des ministres qui ont tenu des propos qui laissaient à penser qu'il fallait dégraisser, par exemple. Et s'il faut dégraisser, c'est qu'il y a des personnes qui sont en trop, ou qu'il y a des personnes qui ne font pas le boulot, ou que ça coûte trop cher, et ce genre de choses. Donc à partir du moment où on est entré dans cette dialectique-là, écoutez, c'est devenu un métier beaucoup moins prestigieux et intéressant. Ce métier beaucoup moins prestigieux, Julien Guyeno, je crois qu'on a récupéré la connexion. Vous êtes avec nous, voilà, Julien. Justement, donc vous le dites, vous êtes tout jeune prof. Il n'y a pas si longtemps, vous êtes rentré dans la fameuse vie active du métier de professeur. Vous avez envie, parce que c'est votre vocation, vous le disiez, vous ne voyez pas faire autre chose. Vous avez envie de continuer. On en parlait avec Sébastien Vieille. Évidemment, la revalorisation des salaires, c'est l'élément principal, essentiel. L'image aussi, peut-être qu'on donne des professeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont essentielles pour vous et qui vous feront rester, qui vous redonneront l'envie, la niaque de continuer à être là et d'enseigner? La niaque, je l'ai. Les élèves, en général, se suffisent même au quotidien. Moi, je pense que ce qui serait intéressant de revoir, en tout cas, c'est la formation, parce que cette histoire de MEF 1 et 2 n'a pas tellement de sens. On se retrouve, pour certaines formations, à ne plus faire de disciplinaire après la L3. Donc on fait 3 ans d'études de la littérature, et après on va faire en MEF
de la pédagogie, de la didactique. Là, vous parlez pour la formation des enseignants, on est d'accord, hein? Oui. Oui, d'accord. Je ne sais pas si le... Ah, excusez-moi, allez-y. Non, mais je vous en prie, poursuivez. J'aimerais comprendre, en fait, quelle serait pour vous la meilleure des voies, ou en tout cas la réforme à faire là-dessus? J'en sais rien, redonner la part belle aux disciplinaires, en fait, parce que je pense que les gens qui sont en études de lettres sont là pour apprendre les lettres, pour étudier les lettres, pas pour avoir des cours sur est-ce qu'on a le droit d'utiliser 10 heures lorsqu'on fait un cours pour passer une musique. Mon année de MEF2, parce que moi j'ai fait de la recherche avant, j'ai dû repasser le concours, quand j'ai passé le concours, j'ai dû valider le master MEF2, et toute l'année ça a été ça, on n'a pas étudié de la littérature une seule fois. Oui, donc effectivement, pour un prof de lettres, c'est compliqué, je peux l'entendre. C'est problématique. Effectivement, oui, c'est un peu frustrant. Vous parliez tout à l'heure du niveau du concours qui serait trop difficile ou que sais-je. Je pense que oui, étudier la littérature 3 ou 4 ans, c'est pas suffisant pour être formé convenablement. Sébastien Vieille, la pénurie de profs, donc on en parle effectivement depuis longtemps, on le disait, mais enfin là c'est quand même assez flagrant. Elle existe partout en France, elle n'est pas que dans les grandes villes ou que dans les campagnes. On aurait pu croire aussi effectivement que c'était très régionalisé, mais c'est pas ça. À cause de ces postes qui ne sont pas pourvus, qui va trinquer dans tout ça? Parce que est-ce que c'est justement les profs dont vous faites partie, qui sont là encore aujourd'hui et qui tiennent les rangs et qui vont devoir travailler plus? Avec cette fameuse proposition d'Emmanuel Macron, si vous voulez faire des heures sup, vous les faites. Qui va trinquer? Les enfants, les élèves qui justement n'auront pas les profs en temps voulu, les parents qui vont devenir dingues et voilà, comment ça va se passer? C'est tout un système en réalité. Les professeurs vont trinquer forcément parce que, vous voyez, on remet les mathématiques au lycée, sauf que ça va se faire sur des heures sup en réalité. On va avoir des professeurs qui vont devoir en faire plus, visiblement. On va avoir des élèves qui peuvent se retrouver sans professeur pendant un petit moment, avec des professeurs recrutés sur le bon coin. On a d'excellents professeurs contractuels, ce n'est pas la question, mais on a aussi parfois quelques catastrophes, parce que il y a des recrutements qui sont faits à la va-vite pour pallier un manque. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et j'aimerais réagir à ce qui a été dit par Julien sur l'importance du disciplinaire. On est parfaitement d'accord là-dessus. Si on veut recruter des professeurs qui aimeront transmettre ce qu'ils connaissent bien, il faut quand même qu'ils aient une formation solide dans leur domaine. Et après, la pédagogie se construit. Mais ce que j'entends là de ce qui se passe dans les INSPE et de l'utilisation de 10 heures et de ce genre de choses, ça ne nous convient pas du tout, vraiment pas. Les professeurs viennent pour deux choses, pour transmettre parce qu'ils aiment transmettre à leurs élèves, mais aussi pour transmettre parce qu'ils aiment leur discipline. Donc il faut leur permettre de travailler leur discipline. C'est important. Et oui, ça semble extrêmement logique, effectivement. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur le Grand JT d'éducation pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe pour les professeurs et ce désintérêt pour le métier, pour l'angoisse que ça génère aussi. Donc merci Sébastien Vieille, vous êtes secrétaire national à la pédagogie du SNALC, le syndicat de tous les personnels de l'enseignement, de l'éducation nationale, pardon. Et face à vous, Julien Guyénot, qui est professeur de lettres modernes à Saint-Germain-en-Laye. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous, on se retrouve après la pub. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole
dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour sur le grand JT d'éducation avec Mickaël Dorian toujours. Je suis avec Astrid Dumontet. Astrid, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice dans la collection de livres Mes petites questions, des documentaires façon livre qui abordent des questions que les enfants peuvent se poser dès 7 ans. Mais il n'y a pas que les enfants en fait. Parce que moi j'ai parcouru le bouquin et il y a plein de questions en fait que je me pose aussi naturellement. Alors j'ai a priori les réponses, mais pas toujours. C'est quand même super chouette de les relire. Alors ici vous sortez le numéro sur le travail dans lequel vous expliquez ce que c'est de travailler, à quoi ça sert de travailler, est-ce que c'est grave quand on perd son boulot, les impôts, les services publics, les allocations chômage, bref. Comment on définit des questions dites à hauteur d'enfant? C'est ce que vous dites, entre guillemets. Oui, alors déjà j'adore cette collection justement pour ça, parce qu'on peut se poser les questions et essayer de se mettre à la place des enfants. Moi, je commence vraiment mon travail en me demandant comment définir le travail si j'étais quelqu'un, effectivement un enfant qui n'a pas toutes nos connaissances, vraiment comme si je partais de zéro. Donc c'est un travail de réflexion déjà personnel, de me dire voilà comment je peux définir le travail. Et après, donner vraiment une idée aux enfants de comment fonctionne notre monde. Voilà, qu'ils aient les clés pour le comprendre, en fait, pour comprendre ce monde des adultes. Alors évidemment, quand on travaille et quand on écrit pour notamment les enfants, il y a toujours beaucoup de psychologie. La première question donc, sur effectivement ce numéro-là qui était donc consacré au travail, je le répète, la première question c'est de travailler, c'est avoir un métier. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de savoir comment démarrer finalement? Parce que c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir parler du travail. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Est-ce que c'est par passion? Ça l'a été pour beaucoup de gens. Est-ce que c'est un métier, mais ça veut dire quoi un métier? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de se nourrir? C'est quand même les questions essentielles. Et je pense qu'on est nombreux à se les poser, pas qu'à 7 ans. Et oui, c'est vrai que définir le travail, c'était aussi, est-ce que faire son ménage, c'est du travail en fait. Donc il fallait déjà poser le cadre. Et du coup, j'ai trouvé que cette question, parler directement de métier, était intéressante parce que ça me permettait de dire que le travail, ça englobe et effectivement une activité professionnelle, mais toutes les tâches qu'on peut faire qui nécessitent un effort et qui sont faites pour un objectif, que ce soit personnel ou professionnel. Donc voilà, ça commençait au sens large. Après, dans le livre, on parle énormément des métiers, de ce qu'est une activité professionnelle, mais voilà, je ne voulais pas fermer complètement, et c'est pour ça que dans la première double page, on parle aussi des devoirs que font les enfants, parce que c'est intéressant de dire, toi, tu as déjà commencé à travailler, en fait, parce que tu as besoin pour bien parler, pour d'avoir des connaissances, d'acquérir des connaissances. Donc, il y a vraiment l'idée d'objectif dans le travail, d'atteindre quelque chose, et qui demande, en fait, des efforts à fournir. Et puis de comprendre comment une société fonctionne finalement, parce que pourquoi on travaille, c'est une vraie question aussi, toujours hormis l'histoire de l'argent et du fait simple de se nourrir et de se loger, il y a toute l'explication du mécanisme d'une économie, comment elle fonctionne et comment on avance, avec l'illustration géniale de, rappelez-moi son nom, de Maud Riemann, c'est ça ?
Oui, c'est super. Oui, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Bon, alors c'est plutôt l'éditrice qui dirige l'illustration, mais effectivement, j'ai pu quand même suivre tout le travail d'illustration. Et oui, je trouve que c'est très dynamique, c'est super ce qu'elle a fait. Effectivement, oui, dès la 2e page, on parle vraiment d'économie parce qu'il faut expliquer que en travaillant, on fournit à la population des biens et des services. Donc là, c'est vraiment expliquer, en fait, le travail, c'est la base de la société. Donc il faut expliquer aux enfants que c'est ce qui permet tout simplement d'avoir accès à tous les corps de métier, voilà, acheter son pain chez le boulanger, aller voir le médecin. Donc voilà, le travail est à la base vraiment de la répartition des tâches dans la population. C'est une notion essentielle, le travail, et les enfants le savent, parce qu'ils savent que pour leurs parents, le travail, c'est important. Moi, j'ai un fils de 7 ans, justement, qui m'a posé cette question il y a quelques jours. Il m'a dit, mais papa, et ça l'inquiétait énormément, il m'a demandé, mais papa, comment est-ce qu'on fait pour trouver un travail ? Et finalement, comment est-ce qu'on répond à ce genre de questions à des enfants ? Comment est-ce que, quand vous avez écrit ce livre, comment est-ce que vous êtes mis à hauteur d'enfant, finalement, pour répondre à ces questions ? Et on parle de ça, on parle justement du côté, alors c'est très technique du coup, mais trouver une annonce, trouver un emploi, envoyer sa candidature, on met des mots-clés, on explique même le curriculum vitae qui raconte tout le parcours et toutes les expériences qu'on a eues. Donc on parle vraiment de recherche d'emploi, effectivement, c'est important, ça fait partie du travail. Alors, vous avez eu des réactions, j'imagine, à la fois autour de vous et puis dans les enfants, dans les librairies, dans les écoles qui ont pu avoir accès, notamment à celui-ci sur le travail. Vous abordez des sujets de fond, inégalité, grève, code du travail. Comment les enfants réagissent ? Quelles sont les premières réactions ? Alors, j'ai pas eu l'occasion encore, comme il est sorti quand même assez récemment, j'ai pas eu l'occasion de voir encore des réactions d'enfants. J'espère qu'effectivement ils comprennent mieux le travail de leurs parents, de leurs propres parents. Voilà comment. Alors il y a mes petites questions. Donc ça c'est le travail, on en a bien parlé. Quels sont les autres thèmes abordés dans cette collection ? Et alors, moi, j'ai fait... En fait, il y a peu, l'éditeur a divisé cette collection, mes petites questions, en sous-collections. Et donc là, c'est dans la collection Vivre ensemble, en fait. Donc, c'est mes petites questions Vivre ensemble. Et moi, j'ai fait dans cette collection-là Vivre en société. Donc, je m'étais déjà beaucoup posé la question de comment on fonctionne tous ensemble, de la répartition du travail... Voilà, avec toute la formation qui va aussi pour se former à un métier. Donc, vivre en société et le travail sont assez complémentaires comme sujet. Ça m'a plu du coup de poursuivre ce titre que j'avais déjà fait il y a quelques années, Vivre en société. Oui, parce que la sous-collection là que je vois, c'est Vivre ensemble en fait. Et voilà. Donc là, c'est le travail. Donc, Vivre en société. Et vous aviez abordé quelle thématique ? Oula, alors c'était très très vaste. Bon, ça date déjà de quelques années, mais c'était pourquoi c'est pas toujours simple de vivre ensemble. Pourquoi il y a des règles à suivre. Voilà, on est obligé d'encadrer quand même un minimum la vie ensemble pour que ça se passe bien. On abordait la guerre. La solidarité aussi, des bonnes choses, heureusement. Alors, grâce à vos livres, vous permettez à la fois aux parents et aussi, alors bien sûr aux enfants, évidemment, qui sont les premiers concernés, mais aussi aux parents et aux professeurs, ainsi qu'aux auxiliaires de vie, de pouvoir aborder des sujets essentiels. Est-ce que, selon vous, c'est aussi à l'école de parler de toutes ces thématiques importantes qui nous concernent tout à chacun ? Oui, j'espère que c'est abordé. Je sais que certains de mes livres, alors c'est un autre sujet, mais quelque part c'est quand même Vivre ensemble, mais celui sur les émotions, je sais qu'il est utilisé par des enseignants. Donc, parce que voilà, les émotions, ça permet aussi d'aborder le vivre ensemble. J'espère que ces livres-là, Le travail et Vivre en société, sont utilisés. Je crois avoir compris que oui. Moi, ça me semble très important, oui, que ce soit... Et si c'est un outil pour les enseignants, pour moi, c'est la plus belle des réussites. Où est-ce que vous avez grandi, vous, de votre côté, Astrid ?
Alors, je suis lyonnaise. D'accord. Et vos études se sont bien passées? Vous aviez accès justement à ce genre de bouquins? Vous aviez une bibliothèque dans votre école qui vous permettait d'avoir accès à des livres qui parlent finalement bien de la société, de la vie de tous les jours et des grandes thématiques qui nous concernent? Et non, je trouve qu'à l'époque, non, on n'était pas très renseignés. Moi, justement, le monde du travail, j'ai l'impression d'avoir découvert extrêmement tard. Et puis, d'une manière, voilà, par l'intérim, Donc, j'aurais été mieux armée, mieux formée, effectivement, dès toute petite. Je pense que ça m'aurait été utile à l'âge adulte. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plus d'informations aujourd'hui, quand même, qu'on essaie vraiment d'intégrer les enfants dans la société, dans le fonctionnement, et ça, c'est une bonne chose. Et quels sont les prochains thèmes, du coup, que vous voulez aborder? Puisque j'imagine que vous allez continuer cette collection, et puis peut-être d'autres. Quels sont les thèmes qui vous sont chers? J'aime beaucoup cette collection. Pour l'instant, on n'a pas de projet à voir avec l'éditrice, d'ailleurs, mais j'en ai abordé déjà plusieurs. Je disais les émotions, la vie et la mort, le racisme aussi. J'ai fait un livre sur le racisme qui pour moi, était vraiment... Je tenais beaucoup à ce sujet. Mais effectivement, il faut réfléchir. Les sujets ne manquent pas. Un thème qui revient beaucoup en ce moment, et notamment avec la présidentielle, c'est l'écologie. Est-ce que peut-être ce serait une future thématique importante à traiter, l'écologie vue à la fois par les enfants, les parents, les professeurs, et puis dans la vie de tous les jours? Ah oui, bien sûr. Oui, c'est un sujet très intéressant. Et oui. Je pense que Milan l'a déjà abordé dans d'autres collections, mais effectivement... Alors, je vous rassure, toutes les thématiques ont été abordées partout, de toute façon. Après, c'est la manière dont on le fait et de ce qu'on y dit, quoi qu'il arrive, qui est intéressant. Oui, donc là, en tout cas, c'est vraiment chouette. Je vous le conseille pour tous ceux qui nous regardent. N'hésitez pas, aux éditions Milan. Donc, mes petites questions, vivre ensemble, écrites donc par Astrid Dumontet, illustrées par, rappelez-moi le nom de l'illustratrice. Alors, c'est Maud Rehman. Voilà, exactement. Merci d'avoir été avec nous, Astrid Dumontet. Les questions auxquelles vous répondez aux enfants dès 7 ans, c'est vrai que c'est toujours plus facile d'avoir un support pour pouvoir répondre à ces questions essentielles. Je vous le donnerai du coup, de manière à ce que vous puissiez parler avec votre fils, cher Michael. Merci mille fois, Astrid Dumontet. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Alors, ce genre de thème, ça peut d'ailleurs être abordé par les enfants à la récréation. Et justement, Agathe Delannoy est allée faire un petit tour dans les écoles. À quoi s'occupent les enfants pendant la récré? Réponse dans Regard d'enfant. À la récré, je joue avec mes copines à l'élastique. Au foot? Au foot. Et je joue beaucoup à chat, à la corde à sauter. Parfois au basket. À chat, avec des jouets. Et tu joues avec les filles ou les garçons seulement? Surtout les garçons. Avec des Barbies, avec des OMG et avec mes amis. Et tu joues à quoi d'autre? Au foot. On discute aussi beaucoup. Vous parlez de quoi? Des petits problèmes qu'on a, où on est allé pendant les vacances. Tu joues que au foot? Oui. On discute beaucoup des petits problèmes qu'on a où on est allé dans les vacances. C'est vrai que c'est un gros problème. Oui. Ils sont charmants. On embrasse ces enfants et merci à eux d'avoir participé au Grand JT d'éducation. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. C'est Cyril Benzaken qui a répondu à ces questions. Regardez. S'il y avait une chose à changer dans l'école d'aujourd'hui? En fait, ça serait de mettre moins de volume de cours. Parce que je pense que c'est comme à notre époque, il y avait quand même beaucoup de volume de cours, plus d'intensité dans les cours et moins de volume, et donner, si vous voulez, des responsabilités sur le corps humain. C'est-à-dire que je pense que pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Et en fait, encore aujourd'hui en France, on n'a pas envie d'aller à l'EPS et le prof d'EPS, il est fatigué. C'est l'impossible. Il est éclaté au sol. Mais oui, non, mais c'est un prof, il donne pas envie de faire du sport. Déjà, le mot EPS, c'est du sport. Ça existe encore, EPS? Je sais pas, mais il faut appeler ça du sport. C'est du sport. Et je pense qu'au travers du sport, justement, il y a plein d'élèves qu'on peut arriver à stimuler et à mieux les faire bosser le matin. Donc plus de sport, alors? Ouais, je dirais comme les modèles américains, où on travaille le matin et l'après-midi, on a sport. Mais du coup, on a sport tous les jours, quoi. Et un conseil pour les sportifs qui voudraient mener de front les études et le sport?
Eh ben, je leur dirais que si on vous dit de faire des choix, n'en faites pas. N'en faites pas, exactement. Prenez tout ce qu'il y a à prendre. Et au même titre, ce que je dirais, alors j'ai pas la chance de pouvoir faire ça, mais si j'étais une femme, parce que je sais qu'on dit souvent aux femmes, qu'est-ce qu'on vous conseille entre faire une carrière ou faire des enfants, et ben pour avoir discuté avec des tantes, etc., me disent non, il faut pas faire de choix, les deux sont possibles. Donc pas de choix. Non, c'est s'écouter en fait soi, plutôt s'écouter soi, et si on sent qu'on peut faire les deux, on fait les deux. L'école de demain pour vous, c'est quoi ? L'école de demain, comment elle va être ? Je pense qu'elle va être à distance. On va voir les plus à l'école. Comment je la vois ou oui, comment j'aimerais qu'elle soit ? Non, comment vous la voyez dans quelques années ? Comment je la vois ? Je pense qu'elle va s'orienter vers ça, avec de moins en moins de présence, de plus en plus de contenu. Alors j'espère que ça restera interactif, ou peut-être que ça va être des enseignants hologrammes qui vont sortir carrément, on est... chez soi, hop. Donc on va plus se sociabiliser alors, enfin les enfants vont plus entrer en contact les uns avec les autres. J'aimerais que oui, mais c'est un lieu de rencontre, des amis pour la vie. Bien sûr, moi j'aimerais que ça soit dans ce sens-là, mais je vous dis comment je l'imagine par rapport à la direction que prend le monde, quoi. Mais qui va s'occuper, qui fait l'école, les parents alors ? C'est-à-dire qu'ils ils doivent suivre un programme. Ouais, mais qui s'occupe de les garder ? Mais je pense qu'on sera dans un système où... Oui, de les garder, vous voulez dire ? Je sais pas, c'est une bonne question. Ouais. Elle n'est pas encore aboutie, hein ? Elle n'est pas encore aboutie, tant mieux, parce que j'aimerais pas que ce soit comme ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Plaisir. C'est déjà la fin pour nous de l'émission. Okay. Oui, merci Cyril d'avoir partagé tous vos souvenirs. Avec moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika, merci Cyril Benzaken. Tout de suite, c'est l'heure du meilleur de School TV avec le ZAP. Hamida, il y a bien sûr cette date avec l'avènement des talibans, puis il y a l'autre date, c'était le 23 mars. Le 27 mars dernier, où les filles se présentent à l'école et très gentiment leur dit de retourner chez elles. C'était des scènes terribles, des scènes de pleurs, des centaines de collégiennes en pleurs, les mères en pleurs, les professeurs en pleurs, une incompréhension totale. Mais personne, on ne comprenait pas. Nous étions tous devant les écoles, j'avais 2 équipes devant 2 différentes écoles pour couvrir l'événement, mais nous avons récolté que des pleurs. Que des cris d'incompréhension. Et j'admets que jusque-là, j'ai voulu y croire. Je me suis dit... Leur donner le bénéfice du doute. Leur donner le bénéfice du doute. Ils ont demandé du temps. On demande du temps, on continue. Mais là, là, ils ont perdu toute crédibilité et on n'y croit plus. Et malheureusement, j'en viens à la conclusion qu'ils n'ont absolument pas changé. Quel souvenir vous gardez justement de ce 27 mars, Fahimé ? Alors, évidemment, toutes les images qu'on a pu voir. Mais c'est quelque chose que je me suis dit finalement, quand on regarde les talibans version 1, avant 2001, ils n'ont pas du tout changé, puisque quand vous lisez ce qu'ils ont fait, ils avaient interdit, à cette époque, les filles, à partir de 8 ans, d'aller à l'école, en disant on va attendre que la situation soit... Donc on a exactement en face de même discours avec les talibans. Et là maintenant, ce qui se passe, c'est que les talibans ne peuvent pas laisser les filles à l'école. Pourquoi ? Parce que le socle de leur existence, c'est leur charia à eux. Donc j'insiste pour ne pas dire l'islam, parce que c'est vraiment grave de dire qu'eux, ils sont des musulmans, mais je parle de leur charia à eux. S'ils le font, ça veut dire qu'ils mettent en cause leur propre structure qui les unit. Et c'est pour ça qu'il y en a quelqu'un qui vont dire on va les faire partir à l'école pour avoir notre reconnaissance par la communauté internationale. Et puis ceux qui étaient au Pakistan leur ont dit non, c'est pas possible. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut analyser cette marche arrière.
Comment est-ce qu'on choisit l'EdTech avec laquelle on a envie de travailler? On le voit avec William, Kevin, c'est pas forcément toujours une question d'appétence pour une solution par rapport à une autre, c'est parfois le fait qu'elle soit interopérable, qu'elle puisse être utilisée par l'ensemble de ses élèves, l'ensemble aussi, j'imagine, des autres enseignants et enseignantes quand on utilise cette solution pour faire partie prenante dans le projet pédagogique avec l'ensemble du corps enseignant. On a forcément le libre choix de l'EdTech avec laquelle on a envie de travailler. Donc moi, je suis arrivé dans l'éducation nationale il y a environ 10 ans. Ça faisait déjà un moment, c'était foisonnant, il y a déjà une effervescence. Quand je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup d'outils. Il y avait une palette de choix qui était très large. Même trop large. Quand je suis arrivé la première fois, il a fallu des années pour découvrir, aller dans des institutions spécialisées pour découvrir, alors ça fonctionne comme ça, etc. Et m'accaparer ou pas leur support, leurs outils, leur matériel pédagogique. Maintenant, je suis professeur d'éducation musicale. Donc, quand je vois une application qui traite essentiellement de l'éducation, enfin qui parle en tout cas de musique, de composition, d'arrangement, de chant, d'interprétation, évidemment, je me sens beaucoup plus en contrôle de ce qui se passe, naturellement. De la même manière que je suppose que mon confrère d'histoire-géographie aura plus de facilité avec un jeu dans lequel il maîtrise déjà les mécaniques, le gameplay, le lore, etc. Donc moi, j'ai une application où je connais déjà les artistes, je sais comment ils chantent, je sais me repérer, donc je peux m'accaparer le matériel pédagogique et le réutiliser et du coup le faire explorer avec les élèves. Parce que avoir une application ou un outil, c'est pas tout. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a donné une bêche à un jardinier qui sait jardiner. Absolument. Donc, moi, on me donne une application, elle a l'air très très bien, mais derrière, j'ai des enfants en face de moi. Et il suffit pas juste de leur dire « tenez, prenez l'application, elle est bien ». Il faut s'en servir, il faut la réapproprier, il faut l'utiliser, il faut garder aussi en tête qu'on est un professeur et qu'on a de l'évaluation, de la gestion de classe, etc. Donc ça demande un gros travail de préparation. Le fait qu'on soit, de mon côté en éducation musicale, déjà sensible aux différents médias, le fait que je puisse en prendre le contrôle, c'est tellement plus simple derrière de sentir à l'aise et de donner ensuite cette aisance aux enfants pour qu'ils se l'accaparent eux-mêmes. Puis c'est ce qu'on veut. Moi, je ne veux pas être le seul à maîtriser mon application. Je veux que les enfants ils la maîtrisent pour qu'en plus eux-mêmes se l'accaparent. Parce que c'est là qu'ils sont les plus géniaux, les enfants. C'est quand ils ont compris comment ça marche. Quand ils ont compris comment ça marche, qu'ils aiment bien, c'est les plus grands créateurs et les plus grands inventeurs du monde. Donc une fois qu'on a, nous, enseignants, la respiration, la souplesse pour se dire je sais comment ça fonctionne, je sais comment je peux m'en servir, je sais comment, si ça déborde, je sais comment rattraper le coup. Derrière, après, les enfants, ils prennent en main et là, c'est le bonheur. Vous avez dit au tout début de l'émission, depuis 60 ans, si on va du côté des anniversaires, c'est bientôt d'ailleurs les 60 ans, parce que je crois que c'est 1943, on est en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, et une assistante sociale, Suzanne Masson, va créer ce qui ensuite va donner cette fondation. Oui, exactement. Elle était assez sensible à la situation, alors à l'époque des orphelins de guerre, et puis elle en a accueilli chez elle. Donc 1, 2, 3, je crois que ça a été jusqu'à une vingtaine. Elle a été secondée par un étudiant HEC, elle a posté des petites annonces, elle habitait à côté. Pas n'importe quel étudiant, parce que c'est l'alliance du business et de la spiritualité. Oui, exactement, qui est devenue prêtre plus tard. Elle s'est Bernard Descamps, je crois, qui est devenu prêtre après, ouais. Et puis, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils créent une association quand même et qu'ils professionnalisent un peu tout ça. Voilà, c'est devenu une association depuis une fondation. Il y a eu 15 villages d'enfants et d'adolescents qui ont été créés. Et c'est vrai que, aujourd'hui, la situation des enfants accueillis a un peu changé, puisque ce sont des enfants qui sont séparés de leurs parents sur décision du juge des enfants. Et pour sur quels critères alors ? Alors c'est des raisons de maltraitance psychologique, physique, de négligence éducative aussi. Voilà, c'est des mises en situation et en danger qui font qu'à un moment donné, le juge prend la décision de les séparer. Du foyer familial, et donc ils sont élevés dans nos villages d'enfants et d'adolescents par des éducateurs. Alors quand on dit village, c'est pas une image, ce sont des villages. Oui, alors un village, faites-nous en visiter un. Je crois qu'il y en a dans 9 départements en France, quasiment 1 millier d'enfants qui sont accueillis actuellement. Exactement. Et donc un village. En fait, un village, c'est une dizaine de maisons, c'est assez concentrique, et par maison, il y a 5 à 6 enfants qui sont élevés, entourés par des éducateurs familiaux. Un village, il faut vraiment le voir accolé à une commune. C'est pas quelque chose d'excentré. L'idée, c'est vraiment de s'intégrer à la vie. Donc, ils sont dans toutes les écoles environnantes de la commune, etc.
Et ils sont par maison 5 ou 6, élevés par des éducateurs familiaux. Donc c'est un peu comme on essaie de refaire une famille en somme. Oui, c'est ça. On dit un accueil de type familial. Pour nous, c'est très important parce que déjà, les éducateurs ne sont pas nombreux et donc c'est une figure de référence pour eux. Et la spécificité de la Fondation, c'est que ces enfants, ils sont accueillis en fratrie. En fratrie, voilà. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Ça paraît assez simple en fait, mais c'est simplement qu'on se dit, au-delà du traumatisme de la séparation avec leurs parents, qui reste toujours un traumatisme, bien qu'ils aient vécu des choses assez lourdes, autant pas rajouter un autre traumatisme qui est celui de la séparation avec leurs frères et sœurs. Et on se rend compte, nous, alors ça fait 60 ans, donc on a beaucoup éprouvé les choses, mais on se rend compte que c'est un socle. Et c'est une base pour eux qui leur permettent de se reconstruire, parce que tout l'enjeu de la Fondation, c'est de leur dire, on va vous aider à intégrer ce que vous avez vécu et puis à vous reconstruire avec. Et puis il n'y a pas de fatalité, d'où ce projet-là dont on se parle aussi. Croyez en vos rêves et vous allez devenir des adultes super bien dans vos pompes et vous pouvez y arriver. Je crois que notamment, William, vous êtes détaché par le rectorat de Clermont-Ferrand et votre académie pour étudier, essayer de faire progresser la question de l'utilisation du jeu vidéo, de l'immersion, des technologies immersives en classe et en cours. Ça veut dire quoi ? Que ça dépend du bon vouloir de chaque académie, le fait de, bêta-tester, mais de faire du test and learn justement sur l'utilisation de ces solutions dans les parcours pédagogiques ? Après, chaque académie a une politique académique qui découle de la politique nationale. Mais oui, ça va dépendre des académies, des projets qu'ils veulent bien monter, soutenir, etc. Donc moi, j'ai la chance à Clermont-Ferrand d'avoir été soutenu sur la question de l'usage des jeux vidéo en classe, de l'analyse critique de jeux vidéo et même de manière plus générale de la ludicisation, qui n'est pas une question nouvelle. C'est pas à Clermont que c'est né cette question-là. Il y avait déjà beaucoup d'enseignants qui avaient tenter des choses, notamment en Normandie, autour de Denis Sestier. Donc c'est pas totalement nouveau. Après, ça va dépendre de choix clairement politiques. Et la question des tech, de toute façon, est politique, entre le libre et le propriétaire, entre les solutions même de NT, qui sont des choix faits en partenariat entre les collectivités territoriales et le ministère et les académies aussi. Donc il y a des questions aussi qui nous dépassent et moi j'essaie de faire simplement le boulot qu'on m'a demandé de faire quand je suis devenu prof, c'est-à-dire vulgariser l'histoire et faire en sorte que les gamins, quand ils sortent du collège à l'âge de 16 ans, donc l'âge minimum, ce soit des citoyens prêts à vivre dans le monde dans lequel ils vont vivre, qui est un monde du numérique et un monde technologique, jusqu'à preuve du contraire. Donc j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice et le rectorat me suit dans cette voie-là. Ce travail d'éducateur familial, ça doit être hyper délicat parce que c'est pas vraiment les parents. Enfin, c'est pas vraiment, c'est pas du tout les parents, mais ce sont des figures parentales malgré tout. Comment ils gèrent ce... Oui, on appelle ça des figures d'attachement. Et c'est vrai que c'est un travail. Moi, parfois, je parle de vocation. Ils aiment pas trop parce que c'est leur métier et qu'ils y mettent tout le cœur qu'ils veulent. Mais c'est un vrai engagement qui dépasse l'engagement professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont ces enfants-là, ils sont au quotidien avec eux. Ils les couchent le soir, ils les réveillent le matin. Donc c'est vraiment, ils sont présents au quotidien et ils sont constamment dans un jeu d'équilibre et de recul à avoir sur la situation de l'enfant, sur comment les accompagner quand ils rentrent chez eux, parce qu'ils ont quand même des jours de repos accessoirement. Il faut que ils fassent la part des choses, qu'il y ait une continuité. En même temps, ils nous disent eux-mêmes ont leurs propres enfants parfois. Mais oui, voilà. Quand ils rentrent chez eux, ils décrochent pas forcément vraiment de la situation parce que c'est des enfants auxquels ils donnent de l'affection aussi. C'est très important. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même très engageant comme métier. Je trouve ça formidable ce qu'ils font. Vraiment. Vous avez fait un petit film en animation pour présenter ce qu'est Action Enfance. Et vous l'affirmez dès le début, vous le posez. L'arrivée dans le village, c'est un moment hyper sensible. Enfin, quand ils arrivent, ils ne sont pas de bonne humeur, les enfants. Mais non, la plupart du temps, alors pour certains, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Donc il faut leur expliquer. Ensuite, on les enlève quand même du milieu dans lequel ils ont grandi. Ensuite, ils sont séparés de leurs parents. Et pour bien... nombreux d'entre eux, bien qu'ils aient vécu des choses assez difficiles, ils aiment leurs parents. C'est leurs parents. Et ils arrivent dans un univers où c'est, mine de rien, un petit collectif quand même. Et donc, ils ont plein de choses à appréhender. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à les sécuriser, d'arriver à les rassurer, de leur expliquer pourquoi ils sont là. Et puis, petit à petit, leur faire comprendre qu'ils seront mieux et qu'on est là pour les protéger et les aider.
Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Très bon week-end à vous. On se retrouve avec joie lundi. SchoolTV.com pour tous ceux qui veulent revoir les émissions. Canal 247 sur les Freebox. On embrasse toute l'équipe de School TV et j'ai sur ma fiche écrit, et je le dis, pour vous mettre mal à l'aise là-bas l'équipe. Big up à Emma et à Agathe pour Cœur avec les doigts. Je le fais. Cœur avec les doigts. Cœur avec les doigts.